Parfait, tout le monde est là, on est prêt? Bonjour à tous. Alors, tout le monde m'entend bien? Si vous m'entendez bien, mettez un message dans les commentaires. C'est bon, on t'entend. Oui, on Merci. t'entend bien. Donc, bonjour à tous. On est heureux d'être là pour ce webinaire sur Besu. Donc, on a surtout la chance d'avoir parmi nous Philippe et Nicolas. Alors, peut-être que vous pouvez vous présenter chacun rapidement. Je te laisse commencer, Felipe. Ok, pourquoi pas. Bon, du coup, en effet, je m'appelle Felipe Faradji et je suis développeur advocate de Hyperledger. Voilà. Enfin, excuse-moi, d'Hyperledger, de Pegasus. Je lisais l'écran là pour l'instant. Donc, merci Xavier de nous inviter. On va vous parler en détail de ce que c'est Bezu et plein d'autres choses. Et moi, je suis Nicolas Massard, donc je suis originaire de Normandie et je travaille chez Pegasus également. J'ai été développeur sur Bezu et anciennement Panthéon, et maintenant aussi principalement sur l'activité DocOps, donc tout ce qui est autour de la documentation de Bezu et les systèmes de documentation, mais bon voilà, qui nous oblige à avoir quand même une connaissance assez approfondie de Bezu. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir des choses aujourd'hui. Super, merci. Alors, et aussi, du coup, il y a avec nous Yosra. Tu peux te présenter vite fait pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, par exemple, ceux qui sont en ligne. C'est là. Et puis, donc, moi, Xavier Lavessière. Le déroulé de cette séance, ça va être en 3 temps. Premier temps, une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que un réseau Ethereum privé, public, qu'est-ce que ça apporte Hyperledger Besu dans l'environnement actuel. Et puis après, une partie plus en détail avec Felipe et Nicolas sur du coup Hyperledger Besu. Et enfin, donc toute cette partie, elle est ouverte à la fois aux développeurs et aux chefs de projet. Puis après, à la fin, il y aura une demi-heure plutôt pratique avec Yosra, avec quelques exercices pour mettre un peu plus les mains dessus. Voilà. Donc, pour vous présenter Hyperledger Besu, je vais juste commencer par mettre un petit peu le contexte aujourd'hui sur Ethereum. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est que c'est vraiment une nouvelle génération de clients qui fait le pont entre les réseaux de blockchain publics et les réseaux privés qu'on voit plutôt dans les contextes d'entreprise. Alors, pour essayer de faire l'écran mieux. Oui, donc sur un réseau blockchain, là c'est une représentation un peu simplifiée. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous pose question. Bienvenue Max. Donc l'idée c'est que dans un réseau public, qu'il soit public ou privé, il y a deux principales questions qui se posent. La première c'est qui peut rejoindre le réseau, et la deuxième c'est à quel moment une transaction est validée. Parce qu'en fait, c'est toute la difficulté d'une blockchain en général, c'est d'arriver à avoir un ensemble de nœuds qui sont connectés entre eux, donc c'est un peu l'image que vous avez, et puis arriver ensemble à ce que tous ces nœuds aient le même historique de transaction qui est validé. Voilà les deux problèmes que ça résout principalement, et pour lesquels les blockchains publiques et privées, enfin ce qu'on appelle privées, répondent de deux façons différentes. Alors, la première question, c'est sur un réseau public. Donc pareil, là, j'ai principalement en tête le réseau Ethereum public, mais c'est aussi vrai pour Bitcoin ou d'autres réseaux. La première question, c'est qui peut rejoindre? La réponse, elle est très simple, c'est n'importe qui. Donc là, si on a un nœud Alice qui veut rejoindre, il se connecte à deux premiers nœuds. Donc il y a certains nœuds qui sont codés en dur dans le client. Et puis chaque nœud va lui donner une adresse, une liste d'adresses d'autres clients. Et donc elle va demander à rejoindre. Et tous les nœuds auxquels qu'elle va contacter, s'ils sont fonctionnels, ils vont lui répondre. Et notamment en lui envoyant l'ensemble de l'historique de la blockchain et les nouvelles transactions. Donc là, j'ai mis en rose les nouvelles transactions, et puis vous voyez les blocs anciens. Puis à chaque nouveau bloc, maintenant, Alice recevra les nouvelles mises à jour. Pour la validation, dans un réseau public, la principale modalité, il y en a une autre, Proof of Stake, mais
pour la proof of work, donc celle qui est à l'œuvre dans Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un mineur. Il suffit de cliquer une option dans son client et on devient mineur, et donc on va participer à la validation des transactions. Une fois que on a décidé qu'on était mineur, en fait, on est en permanence en train de chercher la réponse à un problème que vous avez vu peut-être ailleurs dans le cours, qui est le fait de trouver un nonce de telle sorte que l'entête du bloc et un hash qui sont inférieurs à une certaine valeur. En tout cas, tous les mineurs sont en compétition. Le premier qui trouve, donc là on a le nœud en haut à droite qui l'a trouvé, commence à le partager à l'ensemble du réseau, et donc l'ensemble du réseau ajoute ce bloc. Donc c'est une espèce de tirage au sort, c'est le premier à avoir trouvé qui devient le validateur du prochain bloc. Et ceux qui sont mineurs, il suffit de vouloir le déclarer. Donc c'est pour ça qu'on parle de blockchain publique, mais j'aime bien le terme blockchain ouverte. N'importe qui peut rejoindre le réseau, n'importe qui peut devenir validateur. Sur un réseau permissionné, donc là c'est ce qu'on appelle en général des blockchains privés, il y a deux différences. La première, c'est quand on rejoint le réseau. Quand on rejoint le réseau, si Alice veut rejoindre le réseau, elle essaie de se connecter à un premier nœud. Et là, ce nœud, en général, il a une liste qui lui dit, donc une whitelist et une blacklist, que j'ai représenté avec les deux carrés de couleur, qui lui dit quels sont les nœuds qui peuvent rejoindre, et la blacklist, c'est quels sont les nœuds qui n'ont surtout pas le droit de rejoindre éventuellement. Et principalement, c'est une liste des nœuds qui ont le droit de se connecter. Donc en fait, Alice, en général, elle signale sa clé publique, une clé qui est associée au nœud. Elle déclare qu'elle est telle personne, et on vérifie que ce nœud a bien le droit de se connecter. Il peut y avoir d'autres systèmes d'authentification, mais globalement, ça repose sur la cryptographie, éventuellement un certificat ou quelque chose comme ça. Dans la liste et la whitelist et la blacklist, elles peuvent être au niveau du premier nœud, mais elles peuvent être aussi partagées entre tous les nœuds. Donc, par exemple, sur un smart contract qui serait partagé entre tous les nœuds, dans lequel on pourrait ajouter, enlever des nœuds qui ont envie de rejoindre. Voilà, donc c'est soit un paramètre de configuration au départ, soit ça. Pour la validation, donc là on parlait du fait de rejoindre. Pour la deuxième étape qui est la validation, il y a plusieurs modèles, mais généralement on peut appeler ça proof of authority. Donc il y a des entités qui sont reconnues et qui ont le droit d'être validateurs. Donc dans tous les cas, il y a une liste des validateurs reconnus, donc une liste qui est a priori partagée par tous les nœuds. Donc là par exemple, on a décidé à l'avance que, très bien, on a décidé à l'avance que seuls les nœuds B, C et D ont le droit de valider les nouvelles transactions. Et donc ils sont sur cette liste, tout le monde le sait, donc personne n'acceptera un nouveau bloc qui apparaîtra d'un nœud qui n'est pas sur cette liste. Après, il y a des petites différences sur comment on choisit lequel de B, C ou D doit proposer le prochain bloc. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une petite indication là-dessus. Il y a en gros deux familles d'algorithmes. Le premier, c'est Click et Aura. Donc, sur Click et Aura, en fait, c'est une espèce de tour de rôle. Donc, c'est B en premier, puis après, ce sera le tour de C, puis en troisième, ce sera le tour de D. Et voilà, à tour de rôle, tant qu'ils répondent, ils produisent le bloc suivant. L'autre, qui s'appelle, donc pour Besu, qui s'appelle IBFT, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Globalement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de tour de rôle, mais il y a une espèce d'élection. En gros, à chaque intervalle de temps, il faut qu'il y ait un leader qui soit en train de proposer des blocs, que les autres contre-valident. Mais s'il n'y a pas de leader à un moment donné, ben, on élit au plus rapide un premier, comme ça, pour une période donnée, il y a toujours quelqu'un qui propose les blocs pour les autres. Donc voilà, on va pas rentrer là c'est pas l'objet des détails entre les deux. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une liste dans Proof of Authority dans les deux cas. Il y a une liste des validateurs qui est définie. Et puis, il faut à chaque tour décider qui est celui qui propose le prochain bloc avec des petites modalités différentes. Peut-être à retenir, c'est que la première modalité, on suppose qu'a priori les nœuds vont tous bien fonctionner un peu plus. Alors que dans la deuxième, ça peut marcher même si un des nœuds fonctionne mal, voire même est malveillant, ça continue à fonctionner. Voilà, un détail que on verra un peu plus en détail à un autre moment. Ensuite, une autre chose importante à voir sur Besu, c'est une différence de licence. Donc, je ne sais pas trop où vous en êtes sur les licences libres et open source. Normalement, vous l'avez déjà un peu vu dans le cours. Si vous pouvez m'écrire en commentaire, est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Pendant ce temps-là, je vais présenter un peu. Donc, en gros, il faut retenir que quand on écrit un logiciel, a priori, le logiciel, c'est la propriété de celui qui écrit le code.
Alors, petit détail d'ailleurs, si vous êtes un développeur et que vous travaillez dans une entreprise, en France, c'est l'entreprise qui est propriétaire de ce code. Et donc, elle a entièrement la propriété, elle peut en faire ce qu'elle veut, et personne n'a le droit d'utiliser ce code sans l'autorisation de cette entreprise. Il y a 2 types de licences qui ont changé un peu ça, c'est les licences libres et open source, où là, l'idée, c'est que généralement, le code est un peu plus accessible. Alors, quand on est dans l'univers open source, et si vous travaillez avec des plateformes comme GitHub, vous êtes un peu habitué à ça, c'est même presque l'habitude dans ces écosystèmes. Et dans l'univers blockchain, pratiquement tous les projets sont essentiellement libres ou open source. Il y a juste une petite différence entre ces deux, entre libre et open source. La première différence, c'est que quand on dans le libre, les modifications qu'on fait, elles restent encore libres. C'est-à-dire que la nouvelle version du programme, elle est aussi sous la même licence. Et aussi, dans une des principales licences qui est utilisée, qui est la GPL, donc qui est tout à gauche là, du gradient. Aussi, celui qui a publié son code et qui l'a mis sous une licence libre, il donne accès gratuitement à tous les brevets qui sont liés à ce code. C'est important aux États-Unis parce qu'on peut déposer des brevets sur des logiciels et du coup, c'est-à-dire que l'entreprise qui produit ça, elle accepte que tous les brevets qui sont liés sont accessibles aux gens qui veulent utiliser ce code-là. Sinon, ce serait bloquant c'est-à-dire que le code serait open source, mais on pourrait pas l'utiliser si on n'a pas le droit au brevet. Alors, l'open source, c'est une vision un peu plus entreprise, de dire c'est un peu plus souple. Le code est open source, donc il est visible par tous, par exemple sur GitHub, mais n'importe qui peut le modifier et pouvoir en faire sa version après propriétaire, donc sortir de la licence open source. Alors, l'inconvénient, c'est que ça protège un peu moins ceux qui ont codé au départ. Donc, s'il y a des gens qui ont donné du temps libre pour développer le logiciel open source et qu'une entreprise se l'approprie, voilà, il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. L'avantage, c'est que du coup, c'est plus facile pour des entreprises de participer, de contribuer à un moment, de faire leur version propriétaire quand ils en ont besoin pour leurs clients, avec peut-être la possibilité que certaines modifications reviennent pour le code en amont. Le meilleur exemple de ça, c'est le système OS X sur les Mac OS X, qui en fait reprend un logiciel donc, qui est BSD, qui est sous une licence comme ça open source, et du coup qui fait la version de l'entreprise Apple, sans avoir besoin de donner exactement tout le détail de leur code. Donc il faut savoir que les entreprises, elles ont en général très peur du logiciel libre, parce que voilà, ça les inquiète de devoir être obligées de donner après l'ensemble des codes qu'elles fassent par la suite, l'ensemble des licences, des brevets qu'elles auraient un peu liés, et elles ont tendance aujourd'hui à admettre l'open source. Alors il y a quelques années, ça les faisait peur aussi. Maintenant, elles commencent à avoir l'intérêt dans certains projets de participer dessus. Alors pour donner sur les principaux projets blockchain aujourd'hui, le client Parity d'Ethereum et le client Gets, donc Go Ethereum, qui est le logo tout à gauche, ils sont sous licence GPL, donc c'est une licence libre. Besu, justement, est sous une licence Apache. Alors il y a une petite différence entre ces 3 licences, mais c'est vraiment des nuances. Et pour voir que c'est pas complètement idéologique, Bitcoin Core, ils sont sous licence MIT, qui est a priori la plus permissive. Donc en fait, la licence, vous pouvez la lire sur Internet, elle est très courte. Elle dit, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez de ce code, à condition de toujours bien noter quelque part dans le code source que l'origine c'était telle personne, si vous en utilisez une partie importante de ce code. Et on considère que personne n'est responsable de ce qui peut vous arriver quand vous utilisez ce code-là. Donc c'est vraiment la version la plus légère. Donc Apache, c'est un peu plus intermédiaire, donc un peu plus protecteur du côté ouvert par la suite. Mais voilà, c'est cette idée. Alors, 2 autres caractéristiques qu'il y a dans Besu que je trouve intéressantes, mais on pourra vous écouter, Felipe et Nicolas, sur après plus de détails. C'est notamment le fait que c'est codé en Java. Donc, si on revient, Parity est codé en Rust et Get est codé en Go. Le fait d'avoir choisi Java, c'est parce que c'est un langage qui est beaucoup plus utilisé dans les entreprises. Il y a beaucoup de développeurs Java, de logiciels middleware dans les entreprises qui sont déjà là-dessus. Donc, c'était un des intérêts. Une autre choix, c'est aussi d'avoir une interface GraphQL. Donc, en fait, ça permet d'avoir des requêtes. Il faut le penser un peu comme un intermédiaire entre avoir une API un peu rigide et avoir un langage pour poser des questions à la base de données. Et donc, ce langage, vous pouvez l'avoir une requête. Donc, pour ceux qui ne sont pas développeurs, ce qui est important, c'est la ligne où il y a -data. En fait, on interroge le nœud actuel et on lui dit, je veux avoir toutes les transactions qui sont en attente en ce moment. Et voilà, et ça vous donne cette liste. Alors qu'aujourd'hui, sur un nœud Get ou Parity, il y a une liste d'appels que vous pouvez faire très précis, mais vous ne pouvez pas combiner avec une espèce de langage
pour dire je veux telle transaction, mais pas tel type, et avoir directement une liste qui est utilisable. Alors, pour résumer un peu ces détails, donc là, voilà les 3 principaux clients. Donc, dans les 3 cas, on peut se connecter au réseau principal Ethereum, normal. Sur Get et Parity, on peut aussi créer un réseau privé. Et donc, du coup, si vous avez bien retenu, pour un réseau privé, il faut à la fois des permissions et à la fois un algo de consensus qui est approprié. Donc, pour les permissions, les 3 le permettent, et pour le consensus, les 3 aussi ont des choix. Et Besu a surtout 2 choix en particulier, le fait de pouvoir utiliser le langage, l'algorithme de consensus click, donc il y a un proof of authority qu'on a vu tout à l'heure, plutôt rapide, mais qui suppose qu'on fasse un peu de confiance au nœud, et Istanbul Byzantine Fault Tolerance, qui est un peu plus résilient. Voilà, et puis après la licence, donc ce que je disais, c'est GPL pour les 2 premiers, Apache 2, le langage, donc voilà, c'est 3 choix différents, et puis l'interface avec laquelle on peut interroger. C'est juste quelques différences, il y a plein d'autres détails qu'on pourrait voir, mais voilà en tout cas, je pense, un peu la philosophie. Voilà, donc c'était tout pour ma partie. Peut-être je vous laisse la parole, Felipe et Nicolas, pour compléter s'il y a des choses. Ah oui, alors local et global, je vois qu'il y a une question. En fait, ça revient à la... Alors, n'hésitez pas si vous avez une question. Ça revient à cette slide, vous vous rappelez. Local, c'est que chaque nœud peut avoir configuré à quel nœud il est autorisé de se connecter. Donc là, il y a une liste qui est configurée au niveau du nœud, donc c'est un fichier. Alors que global, ça veut dire que l'ensemble du réseau gère ensemble un smart contract qui définit les autorisations. Donc du coup, c'est à une certaine échelle, je pense que c'est un peu plus facile à du coup maintenir et mettre à jour. Pour un tout petit réseau, c'est pas important, puisque si typiquement quand on fait l'exercice dans le cours développeur environ la 5e semaine, on le fait avec une liste comme ça et ça suffit, puisque on connecte juste directement 3 nœuds qu'on a prédéfinis à l'avance. Si vous regardez la doc Besu, vous verrez peut-être ce terme-là. Global, nous on l'appelle on-chain permissioning. Donc c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Mais... C'est bien ça la doc que tu recommandes de lire? Ouais, si, que je recommande, oui, effectivement, mais si tu tapes on-chain en haut, par exemple, dans la petite barre de recherche, là. Voilà, tu vois le premier article. Donc c'est l'équivalent de ce que toi tu appelais le global. Donc avec un smart contract, etc. C'est juste qu'on ne l'appelle pas global, donc c'est pour pas que vous soyez surpris si vous cherchez le terme dans la doc. Très bien. Bon, super. Merci Xavier. Enfin, donc du coup, je partage mon écran pour avoir la presse ou on fait comment? Ouais, je pense. Okay. Je pense qu'il faut. Il me semble qu'il faut que il n'y ait plus de partage pour que je puisse le faire. Voilà. Ça y est, tout le monde voit mon écran? C'est bon? Vous voyez là le Pegasus et Besu? Parfait. Bon, nickel. Moi, je vois rien par contre, donc je peux même pas voir s'il y a des questions, donc il va falloir m'arrêter si jamais il y a une question. Donc déjà, merci de nous inviter. Ça va être une présentation de à peu près 30 minutes, sauf qu'on ne sait pas trop, ça peut être un peu plus long que ça. Pour vous dire la vérité, on n'a pas vraiment l'habitude de faire cette présentation, surtout pas en français. Donc, on va falloir faire une traduction in situ pendant qu'on voit la presse. Et d'ailleurs, les slides aussi, ils sont en anglais. Donc, voilà, déjà, c'est pour ça. Mais on va vous parler rapidement de Pegasus, donc la boîte, on va dire, principale qui est derrière le projet d'Hyperledger Besu. Et puis, on va rentrer en détail dans ce que c'est Besu en soi.
On s'est déjà vite fait présenter, mais encore, bon, moi j'appelle Felipe Faladi et Nicolas qui est ici, et vous pouvez nous trouver soit sur Reddit ou, excusez-moi, ou sur Twitter avec ces usernames-là. Si jamais vous avez des questions par la suite de Bézou, n'hésitez pas. Alors là, par contre, il va falloir que ou Nicolas, tu m'aides parce que je vois pas du tout. Mais est-ce que vous pouvez juste mettre un plus, par exemple, sur le chat, si vous connaissez déjà Bézou avant d'avoir commencé peut-être ces cours, ou un plus ou un zéro à la limite. On a une réponse de quelqu'un qui dit pas du tout. Ok. Je pense que la majorité, ils savent pas. Zéro pour l'instant. Ouais, Donc, je pense les que la deux, majorité, ils connaissent pas, donc c'est D'accord. l'occasion. Bah, c'est super. En fait, c'est juste, ça va très bien. C'est juste pour avoir une idée à peu près à quel niveau de détail on vous parle. Donc là, c'est clair. On va faire. La majorité, pour l'instant, a l'air de découvrir, donc c'est très bien. Voilà. Et puis, une deuxième question, pareil, mettez un plus ou un zéro. Est-ce que vous êtes développeur et ou développeur Java? Alors là, j'ai un plus, je pense que c'est pour développeur Java. Ouais. Un développeur, mais pas Java. On a un plus tout court, je pense que c'est un développeur, mais pas Java aussi. Il y en a qui connaît pas Java, qui connaît pas Bézou, mais qui est développeur Java. On a encore un développeur. On a des développeurs. Ok, moi je dirais qu'il y a plus ou moins moite-moite, non? Ouais, on est à peu près pour l'instant sur les personnes qui nous ont envoyé un message sur le chat, c'est à peu près moitié-moitié. D'accord, c'est parfait. Ok, Merci bon. à tous pour vos réponses. Ok, ouais. Bah, du coup, donc ça va être un peu le contenu de la présentation. On va vous parler donc encore vite fait de Pegasus. Une intro à Bézou, mais qui en fait peut-être est plus trop nécessaire parce que Xavier a fait un très bon boulot là-dessus. Donc on va passer vite. Je crois ces slides-là. On va voir quelques cas d'usage qu'on a aujourd'hui en production qui utilisent Bézou. Et après, Nicolas je vais passer la parole à Nicolas qui va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est vraiment les fonctionnalités de Bézou et toutes les différents features qu'il y a dans le logiciel. Donc voilà, autant moi comme Nicolas, on travaille tous les deux à Pegasus. Pegasus est la partie de protocol engineering de Consensus. Consensus étant une des boîtes les plus grandes de l'écosystème blockchain, je dirais peut-être la plus grosse d'Ethereum, sans doute. Et chez Pegasus, on a vraiment une grosse mission, c'est de créer un écosystème pour les entreprises pour qu'ils puissent utiliser les réseaux Ethereum de manière simple et plus en lien avec leur propre système et processus actuel aujourd'hui. Donc vraiment, c'est de créer Ethereum pour l'entreprise. Donc on fait plein de différentes activités liées à ça. La première chose qu'on fait pour y arriver à ça, justement, c'est d'en faire des logiciels, dont Bézou, mais pas que. Et on fait ça en collaboration avec Hyperledger, la fondation, et avec la EEA, EEA. Enfin, je vous parlerai de ça dans la prochaine slide. Encore une fois, on fait tout ça avec des systèmes qui sont plus adaptés pour l'entreprise et peut-être moins adaptés pour la personne, le consommateur de base qui va peut-être créer un nœud chez lui pour pouvoir juste aider avec la décentralisation du réseau. Et finalement, on a un pôle de recherche qui est assez important, dans lequel on participe fortement dans la recherche d'Ethereum 2.0, qui est l'évolution de l'Ethereum actuel aujourd'hui. Xavier a vite fait mentionner le Proof of Stake, ça fait partie, entre autres, de ce que c'est l'Ethereum 2.0. Mais c'est pas que ça, on a quand même pas mal d'équipes de recherche qui sont dans Ethereum 1 ou 1.x, comme on l'appelle, avec des sujets de recherche comme ZK Proof, qui est un système de privacité publique, malgré la contradiction là, les sidechains possibles, les systèmes d'algorithmes de consensus, etc. Voilà, comme je dis, on est parti de Consensus, donc on est le plus gros groupe de Consensus aujourd'hui, on est 70 de personnes chez Pegasus. On travaille
de manière proche à la Enterprise Ethereum Alliance, qui, entre autres, définit en gros les spécifications techniques pour créer un client Ethereum entreprise. Ça, c'est leur mission. C'est constitué de plus de 500 différentes sociétés dans le monde, dont des très grands comme Microsoft, etc. Et nous, on travaille vraiment de manière directe avec eux. D'ailleurs, on a quelques personnes dans l'équipe qui écrivent, qui designent et écrivent les specs techniques de l'AIA. Et finalement, Hyperledger, et souvent ça crée un peu, quelques questions qui sont peut-être pas faciles à répondre. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail des pourquoi on est parti d'Hyperledger. Mais il faut savoir que quand même, qu'en septembre à peu près, je pense, de 2019, Pegasus a contribué, donc on a donné notre code base, donc vraiment le logiciel de Besu, à Hyperledger. Hyperledger en soi, c'est une entité qui est sous le bras, enfin sous l'aile de Linux Foundation. La Linux Foundation, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'avoue, moi j'ai appris ça il y a 2 ans. C'est pas une fondation qui va promouvoir l'utilisation de Linux dans les desktops, par exemple, comme on pourrait penser, mais c'est plutôt une fondation qui promeut l'usage de Linux dans le monde de l'entreprise. Et donc, Hyperledger a été créé avec un peu le même but, mais pour la blockchain. Donc, vraiment, c'est une fondation qui va essayer de promouvoir la blockchain pour les entreprises de manière générale, agnostique, entre guillemets. Et c'est pour cela que eux, en tant qu'organisation, ils voulaient qu'il y ait un client ou un projet qui avait un lien avec la blockchain d'Ethereum public. Et donc, ils voulaient que nous, on rejoigne le projet. Et puis, nous, on voulait y joindre aussi parce que ça nous permettait d'avoir des collaborateurs, des contributeurs additionnels et tout un écosystème autour qui est vachement établi aujourd'hui et qui est quand même, qui a une reconnaissance des noms qui est assez importante. J'ai entendu le micro, donc est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? Ouais, je voulais juste dire, est-ce que là, on voit pas les slides. Je les ai coupés. Ah bon? Enfin, moi, je les vois pas. Écoute, moi je les vois. Ah, donc, que moi. Moi aussi, je les vois. Donc... Ah, Si c'est que moi, ça va. ok. Bon, c'est dommage, mais je peux voilà, je vous envoie maintenant le lien. Je pense qu'on peut faire ça, histoire de. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà. Comme ça, vous pouvez suivre de votre temps. C'est bon? Vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si j'ai muté en fait. Oui, c'est bon, là on Ouais, t'entend. ok, d'accord. Donc voilà pourquoi Hyperledger. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est assez complexe comme relation, mais ça a du sens. Aujourd'hui, il y a plus de 15 projets chez Hyperledger. Hyperledger Fabric étant qu'un seul de ces projets. Souvent c'est confondu et les gens ils associent vachement Hyperledger le nom à Fabric, alors que c'est qu'un seul projet. Il y en a 15 d'autres dont nous. Hyperledger, en effet, était le premier. Du coup, ils ont fait un gros coup de marketing et c'est pour ça que, entre autres, c'est pour ça qu'ils ont un peu récupéré ce nom, ils se sont appropriés de ça de manière organique. Pegasus, on a plein de partenaires différents, des partenaires qui vont, construire des solutions, qui vont faire des solutions pour leurs clients à eux. Nous, on ne fait pas de solutions. On va pas faire des solutions sur mesure pour nos clients. La seule chose qu'on fait, c'est vraiment juste développer cette logiciel. Et en plus de ça, on offre un service pro qui est un service avec du support, mais voilà, on ne fait pas des solutions sur mesure. Donc voilà, ça c'est la slide qui parle un peu de Besu de manière introductoire. Donc, comme disait Xavier, c'est écrit en Java, c'est open source, c'est de la bonne licence entre guillemets. C'est public et privé ou permissionné. En effet, il y a un usage de ces mots qui est un peu bizarre aujourd'hui. Il faut bien préciser.
Il y a plusieurs projets qui ont de permissioning dans le monde, enfin dans le monde des clients, et en effet, le nôtre a peut-être plus de fonctionnalités que les autres, et peut-être plus de facilité même à utiliser. On a une solution de privacy aussi associée à tout ça qui s'appelle Orion, qu'on va voir rapidement plus tard. Et puis, il me semble qu'il y a une démo à la fin qui aura à faire. Et ensuite, voilà, c'est stable, c'est rapide, et puis tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir les autres clients en fait aussi. Les cas d'usage aujourd'hui, et on insiste beaucoup sur ça parce que c'est vraiment important à retenir. Tout simplement, le premier cas d'usage, c'est que c'est un client, comme tout autre client, et on peut l'utiliser aujourd'hui dans la mainnet publique d'Ethereum. Et non seulement ça, mais on peut aussi l'utiliser pour l'Ethereum classique. Il me semble que la team de Ethereum classique, ils font un gros effort là-dessus pour pouvoir utiliser cet client comme client principal. Et d'ailleurs, il me semble que c'est déjà le premier client utilisé par ETC. Je suis pas 100% sûr de ça, mais il me semble avoir vu passer une stat récemment. Et voilà, donc c'est utilisable en public mainnet, Besu, malgré notre effort de faire ce logiciel plus axé pour les entreprises. Ici, il y a 3 exemples concrets de cas d'usage dans le monde. Je pense que chacun de ces 3 cas d'usage, c'est des blockchains permissionnés privés. La première, c'est Zarix, c'est créé par Computershare, c'est une boîte qui est en Afrique du Sud. Et en gros, c'est un marché d'achat et de vente des titres d'action de PME. Excuse-moi, non. Je suis confondu. Ça, c'est LegalShare, ce que je viens de dire, qui d'ailleurs est une boîte française qui est à Paris. Et Zarix, c'est un système de settlement système pour les unit trust, que je ne saurais pas traduire en ce moment au français. Si quelqu'un le sait, écrivez-le sur le chat. Et ensuite, Trium, qui est un logiciel de tracking de traçabilité, donc de supply chain. Il faut savoir quand même que la plupart aujourd'hui des cas d'usage de Besu et d'ailleurs de la blockchain dans le monde d'entreprise en ce moment, c'est soit dans la fintech, dans la finance, quoi, ou dans la blockchain, le supply chain et la traçabilité. C'est vraiment les 2 plus grosses domaines dont on voit vraiment la blockchain intervenir. Faut juste, je vite fait passer cette slide, mais c'est important de savoir qu'avec LiquidShare, on développe ensemble, enfin avec LiquidShare et nos autres clients, on développe ensemble les fonctionnalités qui sont dans Besu d'après leurs besoins. Donc voilà, il y a quelques features en particulier qu'on a développées parce qu'ils avaient besoin de ça. Typiquement, Nicolas, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que le GraphQL a été fait à leur demande, il me semble, mais voilà. Ouais, il y a quelques trucs aussi dans l'API, on verra. Le tracing, etc. Ouais. Et voilà, là maintenant je passe la parole donc à Nicolas qui va continuer avec les détails de ce que c'est le logiciel en soi. Merci beaucoup Felipe. Par contre, Nicolas, est-ce que tu peux partager ton écran ou je te passe le slide? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Je peux passer le slide, tu me dis juste. Ouais, je te dis suivant. Okay. Ça va. J'essaie juste de. Voilà. Donc on va passer assez rapidement sur les fonctionnalités de Besu, mais pour que vous voyez en gros un petit peu l'étendue des possibilités. Alors effectivement, Besu, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est un logiciel qui est fait en Java, il va être capable plus facilement de s'introduire dans l'architecture des entreprises. On a aussi tout ce qui est images Docker, script Kubernetes et choses comme ça qui vont permettre de faire un déploiement et puis de vraiment avoir une intégration dans le système informatique de l'entreprise. On n'est pas sur un logiciel qui tourne uniquement sur une machine isolée et qui va avoir du mal à communiquer avec le reste. Pour les fonctionnalités même de Besu, après, donc on a parlé du permissioning. Donc le permissioning, c'est le fait
non, il y a deux choses. Il y a le permissioning et puis il y a la privacy. Il faut pas mélanger les deux. Le permissioning, ça va être la capacité de Besu à autoriser certains nœuds, certains autres clients du réseau à venir se connecter dessus. Et donc à avoir en fait des paires. Donc quand vous voyez le premier petit schéma que vous avez vu tout à l'heure sur le diagramme de Xavier avec les petits nœuds tous connectés entre eux, c'est ça. Le permissioning, c'est ce qui va permettre à ces nœuds de décider s'ils ont le droit de se connecter entre eux et quel type, par exemple, d'appel ils peuvent faire les uns entre les autres. On va avoir aussi donc la partie privacy. La partie privacy, ce que vous montrera Yosra, c'est au-delà du permissioning. Une fois qu'on a le droit de se connecter sur un nœud, on va être aussi capable de faire des transactions sur lesquelles on va pouvoir chiffrer le contenu. Donc il y aura que les personnes qui sont impliquées dans la transaction qui vont pouvoir voir ce qui se passe. Les autres verront simplement un contenu qui sera pour eux crypté et qui sera impossible à déchiffrer. Ils verront un identifiant de transaction éventuellement. Ils seront capables simplement de voir que tel nœud a émis une transaction, mais pas plus. On va avoir également des fonctionnalités intéressantes qui sont liées aux différents protocoles. Proof of Work, ça c'est le protocole standard d'Ethereum sur le mainnet avec ce qu'on appelle le protocole ETH. Et bien sûr, on va pouvoir simplement avec de la configuration, Besu est capable de modifier sa configuration via des fichiers, soit du fichier JSON, soit du fichier YAML ou TOML, des choses assez simples, qui sont en tout cas qu'on peut écrire à la main et qui sont des choses tout à fait compréhensibles par des êtres humains. Et donc du coup, on va pouvoir interchanger. Alors, une chaîne aura toujours un seul protocole, mais voilà, on pourra interchanger les protocoles et puis faire tourner plusieurs chaînes. Et puis une des choses intéressantes aussi avec Besu, c'est que il va être capable oui, je suis en train de voir ton message, mais t'inquiète pas. Oui. Et donc du coup, il va être capable de gérer les clés, mais avec l'aide d'un logiciel tiers. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, pour des raisons de sécurité principalement. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Felipe. Donc l'architecture de Besu, comment ça se passe? C'est un client comme les autres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'attaquer avec, vous allez pouvoir lui faire des appels via des API, donc une API qu'on appelle JSON RPC, qui est le standard pour Ethereum, qu'on peut contacter soit via HTTP, bien sûr HTTPS en version sécurisée, soit WebSocket, qui est une version de HTTP un petit peu différente, mais qui va permettre de pas avoir à rétablir une connexion à chaque fois. Il y a une connexion qui s'établit une seule fois et vous allez pouvoir avoir des informations qui vont vous être directement envoyées depuis le nœud sans que vous ayez à lui poser de questions. Donc ça peut être très intéressant. Ça évite par exemple d'avoir à faire du polling sur un serveur pour récupérer une info toutes les minutes. Le WebSocket peut faire ça. Et puis il y a cette autre interface qui est aussi très intéressante, dont a parlé Xavier, qui est le GraphQL, qui a des gros avantages par rapport au JSON RPC. Par exemple, pour le JSON RPC, si vous voulez récupérer les informations pour une transaction, il va falloir indiquer l'identifiant de la transaction. Si vous voulez récupérer les informations pour toutes les transactions d'un bloc, il va falloir aller chercher dans le bloc la liste des transactions et ensuite demander l'information pour chaque transaction. Avec le GraphQL, vous pouvez faire tout ça en une seule requête. Ça vous renvoie des résultats qui sont un peu plus gros. Ça peut être un peu plus long, mais au moins vous avez tout en une seule fois et donc du coup ça vous permet de faire un traitement beaucoup plus efficace de votre côté. Besu, techniquement, il est décomposé en plusieurs morceaux. À l'intérieur du code Java, pour ceux qui sont habitués au projet Java, vous allez découvrir ça sous forme de modules. Et puis donc il y a chaque module qui va avoir un petit peu sa spécificité. Il va y avoir la partie qui va gérer tout le stockage, donc le stockage de la blockchain dans une base de données. La base de données aujourd'hui, c'est une base de données RocksDB.
donc qui est pas une base de données Java, c'est une base de données native, mais avec laquelle on fait un lien depuis notre applicatif, qui est une base de données très très rapide, une base de données clé-valeur. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé plus rapide pour faire ça, parce que le débit de données sur une chaîne Ethereum pour pouvoir synchroniser un nœud et qui reste en synchronisation avec la chaîne nécessite vraiment des taux de transfert très rapides, et à tel point qu'on conseille aussi d'avoir uniquement du SSD, et ce qui n'est pas le cas uniquement pour notre client, mais pour tous les clients. Si on n'est pas sur du SSD, il y a peu de chances qu'on arrive à synchroniser correctement sa chaîne. On va avoir aussi toute la gestion des transactions, donc le fait d'organiser les transactions, qu'on soit mineur ou pas. On va avoir tout un système de gestion des transactions, de vérification des transactions, parce qu'à chaque fois que vous récupérez les transactions sur la blockchain, c'est l'intérêt de la décentralisation, mais chaque nœud revérifie tout, et si les nœuds sont pas d'accord entre eux, il va y avoir un problème de consensus, mais du coup, le nœud, lui, va rejouer toutes les transactions, même si c'est pas lui qui a miné le bloc dans lequel les transactions ont été incluses. S'il est mineur, il va en plus décider de l'ordre des transactions, de l'inclusion des transactions, quelles transactions il accepte ou pas. Est-ce qu'il prend celle où il y a une faible quantité d'Ether associée, ou est-ce qu'il veut s'enrichir et donc il prend que les transactions qui sont assez bien financées, etc. Et puis après, il y a une dernière partie qui est toute la partie réseau, qui va permettre justement de mettre tous ces nœuds en correspondance, et donc cette partie réseau va gérer la partie peer-to-peer, la découverte aussi, toute la partie qu'on appelle discovery, qui va être la partie de découverte des nœuds, puisque quand on arrive sur un réseau, en général, on va avoir un premier nœud qui est notre point d'entrée sur le réseau, mais après, on n'a pas besoin de connaître tous les nœuds du réseau. On va avoir ce premier point d'entrée qui va nous fournir ces nœuds à lui, et puis après, via ces nœuds-là, on va avoir les autres nœuds. En général, la configuration de base de Besu, c'est d'avoir 25 peers, donc 25 nœuds connectés, mais on pourrait très bien imaginer en mettre 500, et puis voilà, après ça va être une question de performance. Le ratio entre performance et quantité de nœuds est à définir, mais par défaut, nous on a trouvé que 25, c'était pas mal. Tu peux passer, Felipe, s'il te plaît? Oups, pas trop vite. Merci. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'architecture? S'il y a des questions, je veux bien que vous les mettiez dans le chat. Je suis en train de surveiller un peu le chat avec le téléphone, donc pour l'instant, pas de questions. Ok. Est-ce que du coup tu peux remettre? Ouais. Ok. Si tu permets. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des points qui sont un peu techniques, d'autres moins. Donc voilà, aucune question n'est mauvaise. Et s'il y a des trucs qui vous paraissent un peu avancés techniquement, je peux aussi répondre dans le chat, par exemple, en parallèle, et on peut vous détailler un truc si c'est pas clair. Et puis je parle assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses, et en même temps je fais la traduction en anglais en direct, donc c'est pas évident. Comme disait Philippe, on a très peu l'habitude de parler de notre produit en français. Donc s'il y a des termes qui vous paraissent pas clairs ou des tournures, n'hésitez pas à me le dire. Oui, je vois une petite question par rapport à la gestion des clés. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Effectivement, Besu a été un des premiers clients à décider de ne pas inclure de gestion d'acompte. Si vous prenez Guess ou Parity, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte. Donc, ça vous crée une clé privée. Vous pouvez déverrouiller votre compte et puis signer des transactions directement depuis le nœud. Avec Besu, on a décidé de pas le faire pour une bonne raison, c'est que c'est un point d'entrée pour les pirates. C'est une grosse vulnérabilité. Il suffit que vous ayez effectivement un compte avec des Ethers dessus, vous laissez votre compte déverrouillé. Si personne n'a accès à votre nœud, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous allez ouvrir une interface RPC vers l'extérieur, dès qu'on ouvre un service vers l'extérieur, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver une petite faille. C'est pas forcément une grosse intrusion, mais en gros, ça va permettre à la personne de signer les transactions et puis de générer des transactions et de vider votre compte. Donc, pour éviter ce genre de risque, nous on a décidé dès le début de ne pas inclure ça. C'est pour cette raison. Mais alors, par contre, on est d'accord qu'il faut quand même la fonctionnalité pour pouvoir créer des transactions et les signer. Donc la Besu va être connectée soit directement avec des outils comme MetaMask qui vont côté client générer des transactions, et puis après la transaction est simplement diffusée sur le réseau par le nœud Besu. Ou on a des outils comme ETHSigner qui est une application Java aussi, c'est un service qu'on va mettre sur une partie protégée de son réseau qui va pas être exposée.
on recommande, nous, de mettre du firewall, de vraiment bloquer cette partie-là, d'avoir éventuellement des choses qui sont à sens unique. Et donc, ce client, enfin ce proxy, en fait, qui est ETHSigner, va permettre à l'utilisateur de signer ses transactions, parce qu'il va être capable de gérer les clés. Et une fois que la transaction est signée, ETHSigner va forwarder directement la transaction à Besu, et c'est Besu qui va la diffuser sur le réseau. Et donc le proxy ETHSigner est aussi développé en Java. On voulait une cohérence quand même entre tous nos outils. Pour l'instant, nos outils, que ce soit Orion, que ce soit Besu ou ETHSigner, sont tous développés en Java pour que l'entreprise soit capable d'avoir un parc un peu homogène. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ensuite, comment Besu gère les smart contracts? Il n'y a pas de différence avec le reste. C'est un client Ethereum standard. Pour déployer un smart contract sous Besu, vous allez faire exactement la même chose que sur les autres, c'est-à-dire que vous allez faire une transaction avec des datas dedans, les datas de création du smart contract, et puis donc le code binaire du smart contract, et vous allez l'envoyer à l'adresse de création de smart contract. Donc c'est un contrat spécial en fait qui permet de créer les smart contracts. Vous mettez suffisamment d'Ether dedans de façon à ce que l'opération puisse être exécutée, et ça se passe exactement pareil que sur les autres clients. Pour ça, c'est complètement compatible. Il est complètement compatible avec donc les outils tels que MetaMask, Web3.js, Web3j, éventuellement Ethers.js, enfin toutes ces librairies que vous allez pouvoir utiliser pour utiliser la blockchain. Et donc de rien. Et donc du coup, une des spécificités de Besu, c'est qu'il est capable de gérer des blockchains publiques, comme le mainnet. Donc ça veut dire qu'il va exécuter tous les smart contracts et les transactions exactement comme les autres. Donc il a une EVM, il y a une implémentation EVM dans Besu. Ce qui est intéressant, c'est justement pour la diversité des clients, c'est important que on ait des implémentations dans des langages différents. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé Besu, c'est qu'aujourd'hui, enfin quand on l'a créé, il n'y avait pas d'implémentation en Java. Donc ça permet tout simplement, si on a un bug dans une implémentation, par exemple en Go, que tout le réseau soit pas complètement par terre, juste parce que il y a un des clients il y a qu'un seul type de client, où il y a qu'une seule implémentation et que tout le monde a implémenté le même bug. Là, avec des langages même différents, on est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes failles. Tout le monde aura des failles, mais des failles différentes. Donc ça permet au moins au réseau d'avoir une meilleure stabilité. Et puis on retrouve toutes les choses habituelles d'un client, donc avec les communications RPC, etc. Est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un réseau qu'on initie avec un client Besu et le connecter pour un réseau privé permissionné et connecter des nœuds Parity ou Get dans le même réseau? Alors, pour le réseau privé permissionné, tout va dépendre en fait du protocole de consensus que tu choisis. Effectivement, si tu choisis du protocole de consensus Proof of Work, qui est le même que sur le même net, que le mainnet, les autres clients vont être compatibles. Aujourd'hui, si tu choisis le protocole de consensus Click, tu vas avoir Get qui est compatible, mais pas Parity. Et si tu choisis le protocole de consensus IBFT, malheureusement, tu vas pouvoir connecter que Besu pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'implémentation d'IBFT2 en Go, dans Get ou dans Parity. Mais après, en théorie, simplement si Parity ou Get implémentait IBFT2, il n'y aurait pas de problème, ils pourraient se connecter. Ils ont les mêmes façons de communiquer au niveau du réseau. L'échange des informations, la découverte des nœuds, tout ça, c'est exactement compatible. La seule différence, ça va être qu'il faut qu'ils soient capables de se mettre d'accord de la même façon sur la validité des blocs. Donc, il faut au moins le même. Mais je pense que Click peut-être est celui qui va être le plus consensuel. Si vraiment il y a un mélange à faire sur un réseau, je pense que ça peut être Click. Après, par exemple, il y a d'autres clients comme le client Quorum, qui est un client Get modifié, qui lui implémente IBFT, mais en version 1. Et on pourrait éventuellement créer des réseaux avec du Besu et du Quorum dessus, mais avec Besu, par exemple, on va pas être capable de générer de blocs. On va pouvoir simplement être à l'écoute du réseau, mais on va pouvoir se synchroniser, récupérer les informations. On pourra juste pas être validateur sur ce réseau-là. Donc il y a des petites
il y a des plus, ça pourrait être quelque chose. Je pense si on a ça quelque part, une petite matrice de compatibilité, mais on doit bien avoir quelque part dans un blog quelque part. Faudrait que je retrouve ça. Donc après, Besu, une des choses intéressantes, c'est sa partie privacy, donc que vous présenterez à Yoshra. Mais l'idée, c'est que à côté d'un nœud Besu, on va avoir ce qu'on appelle un attendez, comment je vais traduire ça? On va dire un conteneur de privacy, d'informations privées, qui va être donc une sorte de coffre-fort dans lequel on va avoir les. Oui, tu voulais dire peut-être, Yoshra, je vois que tu. Ouais, peut-être un manager de transactions privées. Ouais, par exemple. Oui, voilà, très bien. Ça me va, manager de transactions privées. Et donc du coup, à côté de Besu, on va avoir ce sorte de coffre-fort qui va être capable d'enregistrer les informations privées qui, elles, ne vont pas être sur la chaîne. C'est-à-dire que Besu, quand il va partager des informations avec les autres nœuds, il va partager uniquement la signature, donc le hash de la transaction, et puis nœuds concernés, les gens qui sont concernés par cette transaction privée sauront que dans leur coffre-fort, il faut qu'ils aillent chercher l'information qui correspond à cette clé et ils vont être capables de la lire. Mais les gens qui n'ont pas accès au coffre-fort, donc un nœud qui arrive sur le réseau, va voir simplement l'information, l'identifiant je regarde juste la question sur le chat, excusez-moi. Privé égale Justement, c'est aux autres dans ce contexte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette info-là, elle va être visible uniquement entre les parties qui participent à la transaction. Les autres vont simplement voir un identifiant, mais ils n'auront aucune information à mettre derrière. Après, il y a différents niveaux il y a quand même une question sur le chat, Nicolas. Oui, vas-y. Quelle différence avec un state channel? Là, on n'est pas. Je saurais pas répondre exactement. Je vais dire des bêtises. Je veux bien me renseigner, puis je vous redirai. Mais là, si j'essaie d'improviser un truc, ça va être. Si je peux, enfin, la réponse quand même rapide, je trouve que c'est intéressant parce que l'objectif est quand même un peu proche de dire on ne fait pas les transactions sur la blockchain elle-même pour pouvoir aller plus rapidement et pour pouvoir être privé. Par contre, la différence, c'est qu'un state channel, il y a quelque chose qu'on dépose sur la blockchain principale et que tout ce qui se passe en dehors, c'est sous réserve qu'on puisse le valider à la fin sur la blockchain principale. Alors que là, les transactions qui se passent de façon privée, elles sont décorrélées du réseau principal, si je ne me trompe pas. Elles sont décorrélées, mais pas complètement, parce qu'on va avoir une transaction publique quand même, qui va référencer ces transactions privées. Mais cette transaction publique, c'est une transaction publique pour une transaction privée. C'est pas, on va pas valider par une transaction publique un état complet. C'est vraiment, il y a du 1 pour 1. Et surtout dans cette transaction privée, dans cette transaction publique, il n'y a absolument aucun moyen de voir les parties prenantes de la transaction. Donc non seulement on ne sait pas ce qui s'échange, mais on ne sait pas qui échange quoi. Je pense qu'après, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que la démonstration, à mon avis, de Yoshra sera beaucoup plus claire. Si on peut passer à la suite. Éventuellement, on reviendra sur les informations s'il y a besoin. Mais voilà. Donc après, juste pour vous montrer un petit peu l'architecture de cette partie privacy. Donc on a Besu, donc sur la gauche, qui est notre applicatif Java. Il va communiquer avec Orion, qui est un applicatif Java aussi, qui lui aussi a des interfaces RPC. Ils vont communiquer tous les deux. Et les nœuds Orion entre eux, puisqu'on va avoir sur le réseau un nœud Orion pour un nœud Besu, vont communiquer entre eux aussi pour pouvoir s'échanger ces informations de façon sécurisée. Et les nœuds Orion ne vont confier les informations uniquement que aux autres nœuds Orion qui sont inclus dans la transaction. Il peut y avoir 10 nœuds Orion sur un réseau, mais par exemple, il n'y en aura que 2 qui vont faire partie de la transaction. Bah, seulement ces 2-là vont se communiquer les informations chiffrées. Je veux bien que tu passes à la suivante. Le permissioning, c'est une sorte de management d'accès. En fait, il y a aussi un niveau de granularité qui est important au niveau du permissioning. C'est un système qui va vous permettre de décider. Alors, on n'est pas sur le nœud, on n'est pas qui va
qui va avoir le droit de se connecter au réseau. Là, on n'est pas à ça, mais on va être sur le qui a le droit de faire des actions sur le réseau. Donc, on va pouvoir restreindre des actions par rapport au niveau par exemple, au niveau des comptes. On va pouvoir dire telle adresse Ethereum va avoir le droit d'accéder à tel smart contract, des choses comme ça. On va pouvoir descendre à ce niveau-là, où telle adresse Ethereum a le droit de faire des transactions sur le réseau ou pas. Ça va permettre de plus finement, par exemple, ça peut être blacklister un utilisateur, ça peut être contrôler le réseau ou ne donner des droits de générer des transactions que à des gens qu'on va considérer comme des administrateurs, des choses comme ça. Donc là, il y a un fichier de configuration ou une partie sur la chaîne, sur la blockchain avec un smart contract pour définir ces types d'autorisation. C'est vraiment comme un système de gestion d'utilisateurs et de rôles. La seule différence, c'est que là, ça va être géré soit vous l'avez en local et dans ce cas-là, il faut que tous les nœuds aient le même fichier de configuration. Soit si vous voulez pas avoir à vous embêter à diffuser ce fichier de configuration à tous vos nœuds ou tout simplement parce que vous pouvez pas leur faire confiance, ils peuvent le modifier, etc. Vous faites ça sur la chaîne dans un smart contract et là, vous aurez même une petite DApp qui va vous permettre, par exemple, de rajouter un administrateur, de redonner un droit à une personne, etc. Bon, quand je dis une personne, c'est un compte Ethereum. Donc, on est toujours sur l'identifiant de base d'un utilisateur, c'est son adresse Ethereum. Je veux bien que tu passes à la suivante, s'il te plaît. Donc, on a parlé pas mal des protocoles de consensus. Donc, par défaut, Besu, il est livré avec 3 protocoles. On parlera de l'API tout à l'heure, mais dans un futur, là, je dis même pas proche ni moyen terme, on est dans un futur peut-être dans 2 ou 3 versions, on est en train de réfléchir à avoir même plus de protocoles et la possibilité d'interchanger. Aujourd'hui, il est livré avec ces 3-là. ETH, donc c'est le Proof of Work qui est le protocole du mainnet. Donc qui malheureusement nécessite beaucoup de puissance de calcul. C'est un des gros points noirs de tout ce qui est blockchain. Les détracteurs de blockchain disent oui, mais ça consomme autant d'énergie qu'un petit pays. Effectivement, quand on parle du protocole Proof of Work, comme pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum aujourd'hui, c'est ultra consommateur. À tel point qu'on en est arrivé à être obligé d'avoir des machines avec des cartes graphiques avec des puissances énormes pour pouvoir faire ça, et ça consomme une quantité d'électricité tellement importante que même des fois difficile de rentrer dans ces frais. Voilà. Si l'électricité coûte un peu cher là où on est. En revanche, on va avoir d'autres protocoles. Donc, sur le mainnet, pour Ethereum 2, on parlera de Proof of Stake. Ici, dans Besu, on n'est pas du tout sur Ethereum 2. Donc, les protocoles autres, c'est des protocoles Proof of Authority. Proof of Authority, ça veut simplement dire que on a donné notre confiance à des nœuds pour qu'ils soient des validateurs et pour qu'ils créent des blocs. C'est vraiment un système qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle les réseaux de consortium où en général les parties sont connues, sont à peu près fiables. Ou en tout cas, on sait qu'on a une proportion suffisante de nœuds qui sont fiables. Pour IBFT2, par exemple, on a une résistance qui va aller jusqu'aux 2/3 des nœuds. Si on a un tiers des nœuds qui correspondent, enfin si on a un tiers des nœuds qui est corrompu, on a un réseau qui est quand même encore capable de tourner et d'éliminer les blocs qui correspondront pas à la majorité. Et donc du coup, ces protocoles de Proof of Authority sont beaucoup moins consommateurs puisqu'il n'y a pas de calcul mathématique, il n'y a pas de preuve de travail à faire, il n'y a pas ce gros calcul mathématique qu'on fait qui prend une énergie folle pour prouver qu'on a le droit qu'on a le droit de créer un bloc et que notre bloc est valide pour entrer dans la chaîne. C'est simplement par notre désignation dans une liste de validateurs qu'on acquiert ce droit de créer des blocs. Est-ce que tu peux passer au suivant, s'il te plaît? Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la gestion de clés externes. Je voudrais rajouter en plus quand même le fait que notre outil, donc là, qui s'appelle eSigner, il est d'ailleurs pas forcément uniquement utilisable par Besu. Vous pouvez aussi l'utiliser. C'est un proxy de transaction. Donc, vous pouvez signer avec des transactions que vous pourriez ensuite diffuser avec Gets ou Parity si vous voulez. Si vous voulez pas utiliser la gestion de compte interne de Gets ou Parity parce que justement ça peut être une faille de sécurité, vous pouvez utiliser eSigner pour ça. Il se trouve que Parity et Gets maintenant ont développé des systèmes aussi un petit peu similaires.
Et voilà, pour dire que c'est pas un système qui est vraiment exclusif à Besu, mais qui est vraiment générique Ethereum 1. Et puis aussi, cet outil-là, il va vous permettre un stockage des clés de façon sécurisée. De base, dans Besu, si vous prenez la version de Besu et puis que vous le démarrez, la clé que vous allez avoir, enfin, pardon, je reprends. Si vous prenez un client qui a une gestion de compte comme Get, la clé, elle va être sur votre disque dur dans un fichier. Fichier qui va être chiffré et qui va avoir un mot de passe, etc. Mais à partir du moment où vous le déverrouillez, de toute façon, si un hacker, un pirate a accédé à votre ordinateur, ou vous avez un ordinateur qui a un virus ou n'importe quoi qui permet à quelqu'un d'accéder, une fois que la clé est déverrouillée, la clé elle est publique, elle est accessible. La seule protection que vous avez dans ce cas-là, c'est que votre ordinateur soit bien protégé, que vous ayez un bon firewall, etc. Ce qui est quand même un petit peu léger. Donc du coup, nous, Signer, on va protéger les clés dans ce qu'on appelle des vaults. C'est un petit peu l'équivalent du HSM, mais en version cloud. Donc aujourd'hui, if Signer supporte HashiCorp Vault, par exemple, ou Azure Key Vault. Il supporte aussi, si vraiment vous voulez avoir les clés en local, d'avoir des keystores V3. Donc c'est les keystores, c'est les keystores qui sont compatibles avec Java assez facilement. Mais voilà, mais nous on a un support qui fait qu'en gros vos clés, elles vont être dans un coffre-fort qui va faire les signatures, mais jamais votre clé sortira de ce coffre-fort. Et le coffre-fort est même pas forcément sur la même machine que le nœud. Donc ça ajoute en sécurité. Tu peux passer au suivant s'il n'y a pas de questions là-dessus. On verra à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir. Xavier, on a un petit peu parlé. On a effectivement implémenté GraphQL ça a été proposé par une EIP qui justement voulait qu'on puisse faire des requêtes plus simplement sur les nœuds. Donc, on a pris ça en main et puis on a été un petit peu moteur aussi sur cette EIP. Et donc là, on a une implémentation de GraphQL sur Besu que vous pouvez utiliser pour faire des requêtes comme on a vu tout à l'heure en curl en ligne de commande, mais vous avez aussi des outils graphiques qui vous permettent d'explorer votre blockchain assez facilement, comme GraphIQL par exemple. Et l'avantage du GraphQL, c'est que le service va même exposer en fait ce que vous pouvez faire, c'est que il va s'auto-documenter. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez avoir un client graphique, puis au fur et à mesure où vous tapez, vous pouvez avoir de l'autocomplétion. Donc ça vous dira, par exemple, sur une transaction, les données que vous pouvez avoir et vous pouvez chercher automatiquement. Ça, c'est très intéressant à faire. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Je voulais juste rajouter un petit truc là. Oui, vas-y. Au niveau de GraphQL, c'est intéressant de savoir que c'est toute l'implémentation GraphQL de cette API de Besu a été créée en tant que bounty externe. Et donc, Oui, c'est des contributeurs externes de l'équipe qui ont créé cette API. Donc, voilà. Nous, de manière régulière, on publie des bounties sur Gitcoin et d'autres sites comme ça. Donc, si vous voulez participer à ça et être rétribué aussi, rémunéré, parce que là, en l'occurrence, le GraphQL, cette API, on a rémunéré avec $5,000, je pense, ou quelque chose. C'est rémunéré en crypto, je crois. C'est du DAI, hein, c'est ça? C'est du DAI, tout à fait. Donc voilà, juste un petit détail, mais c'est intéressant de savoir. Je passe à celui-là. Alors après, comme beaucoup de clients, effectivement, et puis vu l'orientation entreprise de Besu, on a tenu à ce qu'il y ait des moyens vraiment de suivre l'activité de son nœud. Donc on a en fait des connecteurs qui permettent de se brancher sur des outils comme Prometheus, qui vont engranger toutes les données, que ce soit les données au niveau de la machine, CPU, mémoire, etc., mais aussi des données vraiment liées à la blockchain, le block time, le temps entre chaque bloc. Par exemple, sur un réseau IBFT, vous pouvez avoir un block time de 2 secondes. C'est-à-dire qu'entre chaque bloc, vous avez 2 secondes d'écart. Sur le mainnet, par exemple, aujourd'hui, c'est dans les 14-15 secondes. Sur un réseau d'entreprise, on peut être plus rapide, d'autant plus que on a moins ce besoin de calcul, donc on peut produire des blocs plus rapidement. On peut donc avoir un bloc de 2 secondes. Si par exemple on avait un nœud qui serait défaillant, qui était défaillant sur le réseau, on pourrait s'en apercevoir non seulement parce que le nœud va nous remonter des informations, par exemple sur une saturation mémoire ou des choses comme ça, mais on peut aussi s'en apercevoir sur les statistiques, sur l'affichage des statistiques du block time, parce qu'on va avoir par exemple des blocs qui vont faire 2 secondes. Si on a 4 nœuds et qu'il y en a un qui est défaillant, on va avoir
4 blocs de générer, donc ça va être des séquences de 4 blocs, chacun générera un bloc. On va avoir un premier bloc qui va mettre 2 secondes, un deuxième bloc de 2 secondes, un troisième bloc de 2 secondes, et puis on va avoir un moment où ça va passer à 30 secondes. Et là, en fait, c'est pas normal. Et il se trouve que c'est parce qu'on va avoir un nœud qui va être défaillant, et donc on va passer en time-out. Et donc on va pouvoir éventuellement détecter ça au niveau du monitoring. Donc on apporte ces informations-là, on apporte aussi l'information de temps de synchronisation. Donc des nœuds, par exemple, qui auraient du mal à suivre le rythme et à synchroniser sur la chaîne, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le monitoring. Donc tous ces outils-là sont mis à disposition. On a des fichiers de configuration Grafana, par exemple, qui sont disponibles. C'est des templates, en fait, qui vont vous mettre automatiquement un dashboard avec tous les bons graphes, etc. Donc ça, c'est important pour les entreprises aussi, pour suivre un petit peu leur nœud. Maintenant, c'est pas exclusif, c'est-à-dire que nous, on propose ça, mais on peut implémenter des statistiques avec d'autres produits de monitoring. Les données brutes sont là, quoi. Au niveau déploiement, on a aussi essayé de vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec nos clients. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était pas forcément super au point là-dessus, mais il s'est trouvé que nos clients, voilà, ont directement voulu commencer à déployer des nœuds Besu et l'architecture avec des moyens de production, c'est-à-dire avec du Kubernetes, avec des outils comme Ansible, avec du Docker, beaucoup de Docker. On s'aperçoit aujourd'hui que très peu de gens font tourner des nœuds directement sur des machines physiques, quasiment pas. Sur de la machine virtuelle, ça arrive, mais c'est assez rare. La plupart du temps, c'est des nœuds qui tournent sous forme de conteneurs dans des machines virtuelles sur du cloud. Donc du cloud Azure ou Amazon ou du Google Cloud. Et parfois les deux, même des fois des mix. On a par exemple pour LiquidShare du mix entre du cloud Amazon et du cloud Google. Avec des VPN entre deux, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Et derrière, eux, ils ont du Kubernetes qui va ensuite prendre en charge les nœuds. Si un nœud a un problème, il va être arrêté. Il y a un nouveau nœud qui va être mis. Donc au niveau scalabilité aussi, ça va permettre d'ajouter des nœuds. Si par exemple on a besoin de rajouter des points d'entrée RPC pour que les gens puissent faire plus de requêtes à la seconde, etc. Ou d'augmenter le nombre de validateurs. Donc tous ces outils-là, nous on fournit pas l'implémentation. Par contre, quelque chose qu'on fait, c'est qu'on fournit des scripts, on fournit des templates pour aider les utilisateurs à implémenter ça. Et bien sûr, on fournit aussi du support. Une des grosses parties du support, en fait, je peux vous en parler parce que moi je m'occupe de deux choses chez Pegasus, c'est la partie DocOps, donc c'est aider l'équipe de doc à avoir des outils pour faire de la documentation qui fonctionne bien, et je suis à mi-temps aussi sur la partie support. Donc en tant que client, il y a toutes les chances que vous tombiez sur moi si vous faites un ticket dans notre système de tickets. Et une des grosses questions qu'on a, enfin les plus grosses questions qu'on a sur le support, c'est des questions d'architecture et de déploiement. Comment faire pour lancer un node, comment faire pour le backuper, comment faire pour le redémarrer en cas de crash, etc. Donc voilà. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît, Felipe. Voilà, donc après, c'est ça. Vous voyez l'environnement des produits Pegasus. Alors, on a un produit aussi, là, je vous en parle parce qu'il est sur la diapo, mais on a un produit qui s'appelle Pegasus Plus. Pegasus Plus, c'est en fait Besu livré avec des plugins propriétaires. C'est ce dont parlait Xavier tout à l'heure. L'avantage d'avoir une licence Apache 2 nous permet, nous, en tant qu'éditeur, d'avoir Besu qui est un logiciel libre, open source, dans la Hyperledger Foundation, mais en même temps de construire par-dessus et de fournir des choses vraiment entreprises. Donc on a Pegasus Plus qui aujourd'hui comprend 3 gros types de plugins qui vont être le changement du type de stockage, un système d'événements, d'envoi d'événements qui va remplacer par exemple les requêtes RPC. Vous allez pouvoir directement vous connecter sur du Kafka, des choses comme ça, et puis du monitoring un petit peu plus poussé. Donc voilà, merci pour le slide. Ouais, je me suis permis. Ouais. Donc voilà, monitoring un petit peu plus avancé. On va avoir des choses
petit peu aussi plus poussé sur le permissioning et sur la privacy. Donc la possibilité de faire des groupes de privacy, donc des groupes dans lesquels on va avoir des informations qui vont être chiffrées, privées et uniquement lisibles par ce groupe. Mais l'avantage de faire des groupes, c'est que on a la flexibilité de pouvoir rajouter des parties prenantes à ce groupe. Alors qu'autrement, si on fait une transaction privée entre deux personnes, on peut pas dire à un moment, si on fait entre A et B, eh bien, C, s'il fait pas partie de la transaction, il sera incapable de revenir dedans. Avec un privacy group, on peut lui rajouter après coup et donc voilà, ça permet d'avoir des choses comme ça. Event streaming, donc c'est le fait de pouvoir avoir un client qui va en fait, dès que par exemple il génère un bloc, dès qu'il reçoit un bloc, dès qu'il a des transactions avec certaines, alors, on va parler de filtres, mais des transactions avec certains événements, certains logs. Les smart contracts, par exemple, peuvent émettre des logs. Donc, dès qu'on va détecter des choses qui nous intéressent, on va pouvoir demander aux clients de les mettre sur le réseau sous forme d'événements qui vont être ensuite engrangés par un broker d'événements, donc par exemple Kafka ou Kinesis, des choses comme ça. Et ensuite, ces gros brokers comme Kafka sont connectés sur le réseau de l'entreprise. Et le réseau de l'entreprise va être n'importe quelle application de l'entreprise qui va être en tant que écouteur sur ce broker-là va pouvoir consommer l'événement sans même se poser la question de savoir si ça vient de la blockchain. Il va pouvoir simplement dire là il y a une nouvelle transaction, qu'est-ce que j'en fais, s'il a un mécanisme pour le faire, que ce soit du Besu derrière, etc. Il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin de faire une requête RPC, il n'a pas besoin de demander tous les 5 secondes est-ce qu'il y a une nouvelle requête, est-ce qu'il y a une nouvelle requête, est-ce qu'il y a une nouvelle requête. Il l'aura si elle est émise au moment où il la recevra. Et puis la base de l'encryption, la database encryption, c'est quelque chose qui nous a été demandé aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui la base de données dans laquelle la blockchain est stockée, c'est une base de données clé-valeur normale, mais après n'importe qui peut prendre la base et puis lire le contenu de la base. Pour la blockchain publique, ça n'a pas un gros intérêt d'empêcher les gens de faire ça, puisque de toute façon, la blockchain publique, elle est publique, donc il n'y a même pas besoin d'aller dans la base de données pour regarder les informations, il suffit d'interroger la blockchain, puis au pire, si on interroge la base de données directe, on aura de toute façon les mêmes infos. Par contre, dans un réseau d'entreprise, ça peut être intéressant d'avoir des informations qui vont être accessibles uniquement aux personnes à qui on a donné accès, et par exemple, le cas intéressant de l'encryption de la database, c'est le cas de la sauvegarde. À partir du moment où on sauvegarde une base de données qui n'est pas chiffrée sur des supports de sauvegarde, ça veut dire qu'on met en péril les données, parce que il faut que derrière le système de sauvegarde soit capable de garantir la protection de l'accès à ces données-là. Si les données sont chiffrées sur la base de données, vous pouvez mettre ça sur un CD ou sur ce que vous voulez et le stocker même dans votre cuisine. N'importe qui peut trouver l'information. De toute façon, elle ne pourra pas la lire. Donc ça permet d'éviter d'avoir à se reposer sur la sécurité du système de sauvegarde. Après, le but du système de sauvegarde, c'est d'être capable de conserver la donnée, de la restituer quand il en a besoin, donc faire des duplications, etc. Mais ça n'a pas pour but de garantir la sécurité de lecture des données. Donc là, c'est un plugin qui peut permettre de faire ça. Tu peux passer au suivant. Donc, on parlait de plugin. Besu a quelque chose d'intéressant et assez unique qui est une API qui va vous permettre de construire des plugins. Alors nous, chez Pegasus, on en a construit quelques-uns, ce qui fait partie de l'offre Pegasus Plus, des plugins qu'on vend, qui sont pas open source, mais qui font partie de nos produits. Et par contre, cette API-là, elle est complètement disponible pour tous les développeurs et vous pouvez vous créer des plugins propriétaires ou pas, open source ou pas, et les distribuer ou les utiliser en interne comme vous voulez. Je veux bien que tu passes au suivant. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on propose comme service dans cette API-là. Ouais, c'était pas, il était un peu, peut-être, ouais, on inversera le slide la prochaine fois, je pense. C'est pas, on reviendra dessus, mais
C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que celui-là est mieux. On produit donc l'API de plugin. En fait, elle va envoyer des événements que vous allez pouvoir consommer dans des petits bouts de code que vous allez faire en Java. Ça nécessite du développement Java, ça nécessite de créer un projet Java. Maintenant, on a des sortes de templates de projets pour ça, et puis on peut vous accompagner. Et puis il y a une communauté derrière. On a des gens qui sont très réactifs sur le chat public. Il n'y a pas besoin d'être client, d'être client payant pour avoir du conseil là-dessus. Et donc cette API-là, elle va exposer des informations sur les blocs. Ouais, manque les pictos, mais bon. Donc l'API, elle va fournir des événements sur les blocs. Donc tout ce qui va être création de nouveaux blocs, récupération d'un nouveau bloc, etc. Vous allez pouvoir utiliser ça dans vos plugins. Donc ça peut être comme pour nous, on l'a fait pour transformer ces événements-là en événements qu'on va envoyer sur un broker d'événements Kafka ou des choses comme ça. Vous pourriez très bien l'utiliser tout simplement pour faire une requête HTTP, mettre à jour un site web, afficher des nouveaux blocs. Enfin, je sais pas, là j'ai pas d'idée de cas d'utilisation, mais typiquement, ça peut être quelque chose. Si vous faites des interrogations très très fréquentes sur des blocs, vous avez besoin vraiment d'avoir tout le temps d'être à jour sur les blocs et de suivre et puis de l'afficher sur quelque chose, plutôt que de développer une application qui va faire des requêtes RPC, que ce soit en WebSocket ou en HTTP, et qui fasse du polling et qui reçoive les données, etc. Peut-être que c'est plus simple de développer un plugin Java directement qui va se mettre en tant qu'écouteur sur cet événement de l'API et puis qui va faire directement la mise à jour. Vous allez pouvoir aussi filtrer, recevoir des événements qui vont être filtrés sur les logs des smart contracts. Donc un smart contract, quand il s'exécute, il peut envoyer des logs spécifiques. C'est au développeur du smart contract de définir ça. On peut écouter ces logs et on peut aussi filtrer, dire je ne veux écouter que tel type de log ou les logs de tel type dans tel smart contract, etc. Et donc ça, c'est un service aussi qui va être fourni par l'API. Et derrière, exactement pareil que pour les blocs, vous pouvez créer un plugin qui va consommer ça et puis après qui va faire l'action que vous voulez. Ça peut être par exemple un plugin en Java, donc qui va se connecter avec d'autres systèmes qui eux sont en Java. Donc, vous pouvez éviter d'avoir à repasser par du réseau et du RPC pour faire des choses comme ça. Et donc dans les API, dans les services qu'on propose, donc il y a les blocs, les logs de smart contract, on a les informations sur la synchronisation du nœud aussi. Donc est-ce qu'il est en train de synchroniser ou pas, à quel niveau de la chaîne il en est, etc. Donc ça peut être intéressant, même éventuellement pour fournir des informations de monitoring ou tout simplement pour exécuter des programmes qui vont faire des choses particulières en fonction de si le nœud est en synchronisation ou pas. Parce que si un nœud n'est pas synchronisé avec la chaîne, par exemple, il n'est pas capable d'envoyer des transactions. Donc vous pourrez, par exemple, tout simplement désactiver l'envoi de transactions dans le cas où le nœud n'est pas en synchronisation et puis le réactiver à partir du moment où il a rattrapé la chaîne. Et puis vous allez avoir la possibilité aussi de gérer les transactions et les pools de transactions. Ça peut être très intéressant pour les mineurs, par exemple. Quand vous minez, en général, la plupart du temps, vous allez utiliser le mécanisme de tri des transactions ou de sélection des transactions par défaut, qui est livré avec le logiciel. Le mécanisme de tri des transactions, c'est-à-dire que quand vous êtes un mineur, vous allez essayer d'inclure dans votre bloc les transactions qui vous rapportent le plus. Mais vous pourriez très bien avoir envie de faire autre chose. De ne miner que les transactions, par exemple, qui sont sur un certain smart contract, ou de ne miner que des transactions à faible montant pour aider justement les transactions, pour favoriser les transactions à faible montant plutôt que les grosses, etc. Donc nous, on propose un point d'entrée pour les plugins, qui veut dire que si vous voulez vous développer un système de sélection de transactions différent, vous pouvez créer un plugin pour ça. Voilà, et donc je rappelle, les plugins, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez créer gratuitement. L'API, elle est open source, et le résultat, ce que vous produisez, c'est soit un plugin qui peut être open source sous les mêmes licences, Apache 2, etc., soit du plugin propriétaire. Vous pouvez vendre des choses, faire du closed source et le vendre à partir de ça. Tu peux aller sur le schéma suivant. Juste très très rapidement sur les plugins, on a fait ce qu'on appelle un life cycle, donc un cycle de vie sur les plugins, qui en gros, quand vous allez lancer Besu, un plugin c'est simplement un fichier jar
Je répondrai à la question plus tard. C'est simplement un fichier jar que vous allez mettre dans un dossier plugin à côté de votre exécutable Bezu. Fichier jar, c'est les archives Java, donc c'est un exécutable Java que vous mettez à côté de Bezu dans un dossier par défaut on appelle plugin. Et quand vous démarrez Bezu, il va détecter tous les jars qui sont dans ce dossier-là, et il va créer en fait le plugin, il va l'attacher au nœud Bezu. Derrière, un plugin va avoir aussi la possibilité de rajouter des options dans la ligne de commande. Et une des options qu'il va rajouter, c'est est-ce qu'il est actif ou pas. Vous allez pouvoir activer ou désactiver un plugin. Par défaut, il sera désactivé. Donc, si vous voulez activer un plugin, même s'il est dans votre dossier et que vous en voulez pas, vous avez rien à faire. Par contre, si vous voulez l'activer, il faudra mettre une petite ligne de commande, par exemple Kafka plugin enabled, des choses comme ça. Et puis après, une fois que ce plugin est chargé et activé, on va charger sa configuration. Et puis le plugin va fonctionner. Donc par exemple pour Kafka, on va charger une configuration qui va permettre de dire quel événement on veut fournir un fichier de mapping aussi par exemple qui va permettre de faire la correspondance entre l'ABI. Donc l'ABI c'est la version intelligible d'un smart contract, ce avec quoi on peut interagir, et puis les événements, parce qu'autrement, les événements, quand on va recevoir les événements de log d'un smart contract, on va simplement voir des codes qui nous disent une méthode avec le hash qui commence par 0B5C a envoyé un événement avec une telle valeur. On ne sait pas trop ce que c'est comme méthode, etc. Là, on va pouvoir configurer dans le plugin le fait de dire que c'est la méthode, par exemple, add client, qui a... donc là, dans l'événement, vous aurez bien écrit add client et pas 0B5C qui veut rien dire. Donc, il y a toute cette configuration qui se fait. Et puis après, quand vous éteignez Bezu, quand vous éteignez le nœud, les plugins s'éteignent en même temps. Entre-temps, pendant l'exécution normale, sans avoir à réinitialiser Bezu, vous pouvez, par exemple, via une requête RPC, donc c'est une commande, il y a une méthode dans notre API RPC qui permet de recharger la configuration d'un plugin. Donc, par exemple, vous pouvez, sans avoir à éteindre le nœud, recharger un nouveau mapping pour les smart contracts et puis rajouter des méthodes, etc. Donc, vous pouvez recharger la configuration des plugins. Après, c'est à la charge de chaque plugin de dire ce qu'il fait quand l'événement recharge ta configuration est invoqué. Ça, c'est à la discrétion de chaque plugin de faire sa petite sauce pour que sa configuration soit rechargée correctement. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Juste, je peux juste te dire qu'enfin, je pense ça prend un peu plus de temps que prévu. Ouais, j'ai été un peu dans le détail. Ces 3 dernières slides, j'ai déjà vérifié, il y a pas mal de choses qu'on a déjà évoquées, donc on peut les mentionner vite fait, mais peut-être pas besoin d'aller trop dans le détail de chacun. Juste pour... Juste avant de passer donc à la suite de ça, je voudrais juste répondre à la question qu'on a sur le Slack. Je veux installer un nœud avec ma connexion fibre. Ça vaut le coup? Vous avez un mode opératoire? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup d'installer un nœud. Maintenant, il faut quand même une machine assez puissante. J'imagine que c'était un nœud pour mettre sur le mainnet. Sur le mainnet, il va falloir quand même une machine avec au moins 8 Go de RAM et un bon SSD parce que aujourd'hui, je crois qu'on est sur une quantité de données recommandée de 3 ou 4 Tera pour pouvoir synchroniser le mainnet. Non, enfin plus moins. Ça, c'est pour un full node sans push. Et donc, en vrai, c'est minimum 1 Tera. C'est un Tera. Ouais. Mais voilà, faut quand même une machine assez costaud. Après, de la fibre, une connexion fibre, ça pose aucun problème. C'est largement suffisant. Et juste pour rajouter quelque chose à ce que Nicolas dit, quand il dit que ça vaut le coup, en fait, ça dépend de ce que c'est la question. Si la question c'est je veux miner de la crypto avec mon PC à la maison, ça vaut certainement pas le coup et c'est très difficilement rentable. Si vous voulez le faire, moi je vous conseille de vous mettre dans un pool de minage dans ce cas-là, mais miner individuellement, c'est probablement pas rentable. Ouais. Et pour cela, on a besoin des cartes graphiques puissantes et même voire plusieurs, donc des multiples cartes graphiques puissantes pour faire ça. Et par contre, en effet, ça vaut le coup dans le sens où on va aider quand même, si on a un nœud chez soi, on va aider à décentraliser le réseau et avoir
un nœud de plus dont les applications, les dApps, les dApps peuvent consulter pour soit publier des transactions ou alors recevoir des transactions. Donc, en effet, ça vaut le coup pour aider au réseau en soi. Et même si un nœud ne mine pas, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'un nœud valide les transactions quand même, il valide les blocs. Il n'y a pas que les mineurs qui valident. Si les nœuds, si tous les nœuds qui sont pas des mineurs décident que les blocs qui sont minés par les mineurs ne sont pas bons, le réseau va quand même avoir une balance et va quand même être capable de dire qu'il y a un souci. Et puis, comme disait Felipe aussi, au niveau de la sécurité et de alors cette fois-ci de la vie privée même, d'avoir son nœud, ça veut dire qu'on ne dépend pas d'un fournisseur de nœuds externe. Ça veut dire que la transaction qu'on va faire, elle va être diffusée sur le réseau sans qu'on sache éventuellement qui a diffusé cette transaction. On verra que effectivement ça a synchronisé depuis un nœud, mais on saura pas tellement cibler qui a été la source de cette transaction. Donc si vous voulez un petit peu plus d'anonymat, ça peut être aussi intéressant d'avoir son propre nœud. Et juste pour répondre à la dernière question, en effet, mode opératoire, il suffit de consulter la documentation de Besu aujourd'hui pour voir comment paramétrer un nœud en mainnet, qui est vraiment d'ailleurs très très simple parce qu'il y a presque pas de paramètres à faire. Mais bon, il faut quand même passer un peu de temps à configurer ça pour être sûr que ça se passe bien dans le futur. Très clairement, la ligne de commande pour lancer un nœud sur le mainnet, si vous voulez aucune connexion RPC, etc., c'est juste Besu. Après, si vous voulez ouvrir des connexions RPC pour pouvoir interagir avec votre nœud, on les a désactivés par défaut pour des raisons de sécurité, mais il faudra une option enable RPC HTTP et puis des choses comme ça. Mais je pense qu'en 3-4 options, effectivement, on peut lancer un nœud mainnet très rapidement. Après, le temps de synchronisation avec le mainnet, il faut pas le négliger non plus, ça peut prendre plusieurs jours. T'es mute, Felipe. Ouais. Je te laisse continuer sur ces slides. Ouais, ok. En fait, c'est juste pour info, c'est les 3 dernières slides et ils vont être, il y a 3 slides et après quelques slides en plus supplémentaires qui vont avoir un peu, des infos, mais voilà, ça va aller vite. Donc, du coup, les raisons pour lesquelles on voudrait avoir une API des plugins, aujourd'hui, la première raison, c'est pour avoir accès à des datas qui sont vraiment dans le processus du cœur du client, qu'on peut pas y avoir, qu'on a, comme disait Nicolas d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je vais aller vite parce que Nicolas a déjà dit ça. Oui, je suis désolé, on consulte souvent toutes ces infos, donc voilà. Dans ce cas-là, on aurait besoin de construire un plugin. La deuxième raison, c'est parce qu'on va avoir des choses vraiment internes et qui sont pas exposées dans l'API, dans les API que nous on fournit. Et donc, on va pouvoir appeler vraiment des méthodes internes aux clients en ayant un plugin Besu, quoi. La troisième raison, c'est pour pouvoir swapper, donc échanger de services. C'est-à-dire, par exemple, si on veut changer la manière dont typiquement, un exemple qu'on a en interne aujourd'hui, c'est la partie chiffrage de base de données. Ça a été fait à travers d'un plugin, justement. Et c'est parce que on voulait vraiment changer toute cette partie-là du cœur du client pour une autre. Et donc voilà, on a fait une API, une plugin, pardon, et comme ça nous permet vraiment de manière très modulaire d'échanger des aspects du logiciel de manière assez simple et qui vont vraiment partie du logiciel en soi. Et donc voilà, il y a vraiment c'est les 3 raisons pour lesquelles on considérait important ou nécessaire même avoir un API plugin. Si vous, à ce sujet-là en particulier, si vous voulez avoir plus d'infos, on a le webinaire de Pegasus qui a été d'ailleurs, je pense que c'était fait la semaine dernière, ou peut-être celle d'avant. Donc c'est assez récent et ce lien-là de YouTube vous permet de voir plus en détail ce qu'on vient de voir sur la partie de plugin. Et donc voilà, là on finit bientôt et pour finir, j'ai mis juste cet lien d'une enquête de communauté. Je vous invite personnellement vraiment à aller voir la documentation, à essayer de jouer, bidouiller un peu avec Besu sur la ligne de commande. Il suffit de les télécharger, les lancer, comme disait Nicolas, taper Besu et quelques flags, des plus, etc. Et puis une fois que vous aviez un
peu plus d'infos là-dessus, allez répondre à cette enquête, vraiment, ça nous intéresse vachement d'avoir l'avis de tout le monde pour savoir ce qu'il nous faut améliorer ou pas dans la documentation, de la facilité d'usage, etc. Et voilà, puis j'ai mis quelques liens importants là aussi, donc les docs, le code binaire en soi pour pouvoir l'installer plus facilement, le wiki qui est ouvert et vous pouvez aller contribuer même aujourd'hui, notre Jira pour publier des problématiques ou des suggestions d'amélioration du logiciel, et puis notre site web, le site web de Pegasus avec des infos un peu plus commerciales là-dessus. Donc voilà, c'est tout. Merci. Je voulais juste rajouter un petit truc, Felipe. Oui. Pour ceux qui auront la chance d'être sur Paris début mars, il y a le THCC. On sera présent, bien sûr. Et comme disait Felipe, tout ce qui est retour d'expérience et commentaires sur nos produits, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Moi, je ferai un talk justement sur le feedback. Donc, je vous invite vraiment si vous avez des critiques, des commentaires positifs, négatifs, quels que soient, amenez-les-nous ou envoyez-nous par mail. C'est vraiment toujours du bonus pour nous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Kayar, moi, je fais un workshop de comment avoir un nœud de la mainnet publique chez soi, et aussi dans ce contexte d'HCC la semaine prochaine, donc la semaine du 1er mars. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Et pour répondre à la question qui est dans le chat, oui, on a des postes ouverts, donc n'hésitez pas à consulter nos offres d'emploi sur le site Consensus. Surtout si ton vrai nom c'est Mad Max. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, tout à fait. Vous avez maintenant la possibilité de poser des questions, soit par micro ou par écrit. On a quand même quelques minutes de plus, je pense, autant moi comme Nicolas, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors, Yosra, je te laisse la parole aussi, parce que on t'a interrompu 2 fois déjà. Non, il y a beaucoup de je voulais vous remercier justement pour cette présentation. C'est magnifique. Et oui, j'allais justement demander aux apprenants s'ils avaient des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment. Vous avez des pros. Ou alors par écrit, encore soit sur Reddit ou Twitter, ou le Rocket Chat de Bezou que je crois que j'ai linké aussi. Voilà, enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard à nous contacter. Notamment moi, vraiment, enfin, je suis très très ouvert à ce genre de contact. Moi, c'est mon rôle. Je suis ici pour aider le développeur à mieux comprendre et utiliser ce logiciel. Mais je suis sûr que Nicolas, il sera aussi content, ravi même de répondre aux questions. Toujours. Est-ce que vous pouvez mettre les liens principaux pour vous contacter dans le chat une dernière fois, comme ça, ils sont accessibles? Ouais, tu peux reprendre nos contacts. Ce que vous préférez, si c'est le Rocket Chat ou... Non, moi, il n'y a pas de préférence. Moi, Twitter, ça me va bien. Ouais. Enfin, j'avoue, moi, si vous pouvez mettre le lien de vos 2 Twitter, comme ça, si quelqu'un veut... Là, c'est accessible justement sur la présentation, je pense. Non? Ouais, j'ai envoyé le lien sur le chat, Steve, donc il doit être déjà accessible là, sur le chat de Google. Machin. Après, au pire, via Xavier Huochra, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà. Donc, c'est parfait. On a été très clair apparemment parce qu'il n'y a pas de questions. Donc, ouais, donc merci en tout cas Xavier et Yosra. C'était sympa de nous avoir invités. Merci à vous, c'était vraiment bien. Je pense que ça permet de mieux comprendre le panorama de ce qui se fait et de bien comprendre l'outil aussi, qui je pense est vraiment intéressant. J'avoue que j'ai envie de me replonger dedans. Ouais, moi j'ai commencé du coup à regarder un peu ce qui a été fait, la documentation et tout. Et pour le moment, je trouve que c'est génial. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Et en plus, la documentation, elle est bien faite. Donc, bravo. Rien à dire. Merci. On remontera l'info. Ok. Donc du coup, nous on va quand même y aller. Donc on vous laisse avec le reste de la présentation avec le travail et on se voit peut-être. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup à tous. À bientôt.